Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est une réunion importante parce qu'elle vous est dédiée. Vos questions, vos attentes, vos inquiétudes, vos espoirs. Mais avant, on va faire un peu de politique. Dimanche dernier, vous avez été 28% à nous faire confiance. C'est un signal fort, c'est un signal clair. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, qui croient en notre équipe, qui croient en notre projet. Ça nous donne de la force et ça nous donne de l'énergie. Maintenant, nous devons rassembler. La liste de Jean-Roger Guiban est arrivée en dessous de 14%. Cela montre une chose simple, de nombreux Crozonnais veulent du changement. Et ce changement est à portée de main. Il faut dire les choses avec clarté. Fanchon-Lemonze, qui nie depuis plusieurs mois sa parenté avec le maire sortant, a finalement reçu son soutien officiel. Cela confirme ce que nous disons depuis le début. Cette liste se situe bien en continuité avec la majorité actuelle. Voulez-vous la continuité ou le changement? Pourquoi voulez-vous qu'une équipe composée de 12 personnes de l'équipe sortante produise une politique différente de celle qu'ils ont votée pendant 6 ans? Au-delà des étiquettes, il y a les valeurs. On peut aujourd'hui être positionné au centre de l'échiquier et accueillir des colistiers qui relaient des contenus extrêmes, xénophobes ou transphobes. Le centre rassure les électeurs, donne une image modérée, certes. Mais comment un équipage qui va de la gauche sociale à l'extrême droite peut-il tenir dans la tempête? Et des tempêtes, il y en aura. Il y en aura parce qu'on a un contexte politique national explosif et parce qu'on a un contexte géopolitique international explosif. La question est simple. Qui voulons-nous pour nous représenter? Dimanche, il y aura 2 chemins. La continuité, celle que vous connaissez déjà, enfin celui que vous connaissez déjà, ou le changement. Un projet collectif, transparent, au service de toutes celles et ceux qui vivent Crozon. Nous portons ce changement. Un projet pour Crozon, pas pour quelques-uns, pas pour des intérêts particuliers, pas pour des réseaux qui influent sur les politiques locales et qui comptent bien continuer. Oui, le rassemblement est possible. Oui, une équipe renouvelée à la mairie est possible. Oui, on peut y arriver ensemble. Mais cela demande un sursaut. Vous le savez, nous avons tout tenté pour construire l'union avec Jean-Roger Guiban. Nous lui avons proposé un accord de désistement. Alessio, qui est là, lui a proposé sa place dans la liste dès dimanche soir. Nous avons tenté de l'appeler de 9h à 18h. Il a refusé nos appels. C'est un choix que je regrette parce que l'enjeu aujourd'hui dépasse les personnes et dépasse les égos personnels. Qu'est-ce qu'on me reproche actuellement et concrètement? De défendre les femmes et les enfants victimes de violences? De défendre la santé des agriculteurs exposés aux pesticides? De défendre les habitants face aux prises illégales d'intérêt de quelques élus et de lutter contre la corruption? Depuis le début de mon engagement dans nos collectivités, à la région comme à la mairie, je suis restée sincère à l'intérêt général et à mes valeurs. Oui, je milite pour un monde meilleur. Et c'est bien cela, la politique. Cette campagne a été difficile. Il y a eu des tensions, il y a eu des rumeurs, et même des attaques qui touchent directement les membres de ma famille. Je veux être très claire. Je suis un peu émue. La politique, ce n'est pas cela.
La responsabilité, c'est de prendre des décisions pour l'intérêt général. C'est de débattre, c'est d'expliquer, c'est de convaincre. Pas d'intimider pour faire taire. Les intimidations et le climat conflictuel avec Monsieur le maire et son adjointe aux finances ont débuté en octobre 2024, quand notre groupe politique a été contraint de déposer auprès du procureur de la République un signalement sur la base de l'article 40. Ce signalement concernait une potentielle prise illégale d'intérêt sur le projet immobilier Aménatis. Parallèlement, le groupe Un Élan pour Crozon de M. Guénéguès signalait le même fait à la préfecture. Un article 40, ce n'est pas une attaque personnelle. Un article 40, c'est une obligation légale qui s'impose à l'élu ou au fonctionnaire quand il est confronté à un ou plusieurs faits pouvant être délictuels. J'ai été entendue en janvier 2025 par les gendarmes de Châteaulin. Madame Lemonze et Monsieur le maire ont été entendus, à peu près en juin 2025. Pour nous faire taire, le maire a porté 3 plaintes contre des personnes de notre entourage cet été. Toutes ces plaintes ont été classées sans suite. L'enquête qui touche le maire et sa première adjointe, elle, est toujours en cours, privant les habitants d'une clarté nécessaire à l'exercice de la démocratie. Malgré ces relations tendues, nous avons travaillé sans relâche pour constituer une équipe honnête, engagée, respectueuse, compétente et profondément républicaine. Une équipe renouvelée et motivée qui a travaillé avec vous pendant plus d'1 an sur des projets destinés à répondre aux enjeux quotidiens des habitants. Notre programme complet vous a été distribué en porte-à-porte. Vous pouvez le consulter en ligne, mais j'aimerais vous rappeler 5 exemples d'actions très concrètes. Nous proposons la création d'une crèche en horaire atypique pour répondre aux besoins des familles et permettre aux jeunes parents de rester vivre ici, de travailler à Crozon. Nous voulons mettre en place un office des sports, une fête du sport et un équipement pour danser et faire de la musique, pour structurer, soutenir et valoriser la richesse associative, sportive et culturelle de notre territoire. Nous avancerons sur le logement accessible aux familles et sur l'adaptation au logement des seniors, afin de permettre à nos aînés, et c'est le cas aussi pour toutes les personnes en situation de handicap, de rester vivre à Crozon dans des conditions dignes et sans être isolés. Enfin, nous voulons une gouvernance transparente. Fini l'opacité. Place à des décisions partagées. Et place à l'intérêt collectif, à la déontologie. Vous savez, quand on fait de la politique, on le fait avec son cœur. Moi, je sais pourquoi, tous les jours, je me lève et pourquoi je me bats pour les gens. Je sais pourquoi je porte tous ces combats. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que ces personnes en ont besoin. Et qu'à un moment donné, quand on a une voix, quand on peut prendre la parole, quand on a accès à la presse, eh ben, on défend des causes justes. Si on fait que de la politique pour soi, ça n'a absolument aucun intérêt. Et je sais pourquoi je suis là. Enfin, nous l'avons dit pendant toute la campagne, seul un programme de transformation économique et sociale peut nous permettre d'enrayer le départ des familles et des actifs du territoire. Ce maintien, c'est la condition de vie de tous pour demain, à Crozon. Alors oui, nous pouvons, ensemble, changer les choses. Alors oui, nous pouvons construire des politiques qui améliorent la vie de tous. Et oui, Crozon mérite une équipe au service de tous. Dimanche, tout est possible. Alors, mobilisons-nous. Mobilisons-nous ensemble pour ce changement. Parlons autour de nous. Convainquons nos voisins, nos amis, nos proches, car les 6 prochaines années sont déterminantes pour nous tous. Si d'ici dimanche, chacun d'entre nous convainc 5 personnes de voter notre liste, la seule en position d'opérer ce changement, nous gagnerons les élections.
Quand les hommes politiques ne savent pas se montrer responsables, c'est aux électeurs qu'il revient de faire preuve de responsabilité. Ensemble, nous pouvons gagner. Ensemble, nous allons gagner. Nous comptons sur vous et sur vous tous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant demander à l'équipe de se lever. Parce que ce projet, il est porté par une équipe formidable. Il est porté par des femmes et des hommes sérieux, engagés, profondément attachés à leur commune. Les amis, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce travail d'1 an, cette campagne intense. C'est dommage de tourner la page à ce moment-là. Je vous remercie, chers amis, d'être là chaque jour, à mes côtés, pour les bons comme dans les moments difficiles. On a fait une super campagne, on a fait une campagne positive, mais à un moment donné, quitte à prendre des tomberons de haine, autant que les gens sachent pourquoi nous sommes la cible de toutes ces attaques. Merci à vous tous. Et je vais laisser la parole à Pascal, parce qu'on va vous parler de finances communales avant de passer aux questions, parce que là aussi, il va falloir bien s'impliquer. Merci. Bon, 2 mots sur les finances communales, parce que souvent, en fait, on va dire leur projet est totalement irréaliste, pas financé, pas finançable. Ils vont faire exploser les impôts. Ce n'est pas vrai. Donc, on va faire 2 mots sur les finances communales. Alors, la première chose, un rappel. Bon, la commune de Crozot, c'est à peu près 11 millions d'euros de recettes. Les recettes, ce sont les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation et ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, qui est en fait ce que l'État verse en compensation de la disparition de la taxe d'habitation pour les résidents principaux. Donc ça fait à peu près 11 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, environ 9 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'administration de la commune, l'état civil, le service travaux, tous les services qui concourent en fait à la réalisation du service public. Ça coûte à peu près 9 millions. 11 moins 9, il reste 2 millions. Et en fait, ces 2 millions, c'est ce qui va nous permettre d'investir pour faire des réalisations dans la commune. Alors les 2 millions, ils sont tout de suite amputés d'environ 800 000 euros, puisqu'on a une commune qui fait 8000 hectares, très grande commune, beaucoup de voiries. Et donc en fait, on a des coûts de voirie qui sont extrêmement importants. Donc il nous reste une petite marge, 1,2 million. Finalement, c'est pas si mal par rapport à d'autres communes. On est une commune qui est plutôt riche, parce qu'on a des belles résidences secondaires et que donc on a des valeurs locatives élevées et que ça fait une base d'imposition qui est assez confortable. Alors, quand on regarde ça, après la question c'est de se dire est-ce qu'on a des réserves pour demain? Alors le fonds de roulement disponible à la fin 2025, il est de 1,7 million. 1,7 million, somme qui paraît assez importante. Prudentiellement, il faut toujours garder 1 million, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours garder 2 mois de dépenses de fonctionnement, des fois qu'il y a des problèmes. Donc il nous reste une réserve de 700 000 euros, ce qui finalement est assez peu, surtout quand on sait comment la commune, dans la mandature précédente, a géré. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu ce qu'on a appelé les bijoux de famille. On a vendu l'hôtel de la Mer, ça a rapporté 2,5 millions d'euros. Au passage, on a majoré la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, ce qui rapportait 800 000 euros. Donc en fait, ce qui est dissimulé, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes d'actifs, il y a eu une hausse massive des impôts. Alors pour les résidences principaux, ça ne s'est pas vu, mais pour les résidences secondaires, je peux vous dire que ça s'est vu. Et par exemple, quand Madame Lemons nous dit qu'elle va réserver ces 800 000 euros pour faire du logement à l'année, d'abord il y a un principe de comptabilité publique qui empêche d'affecter une recette à une dépense particulière.
Puis je peux vous dire, les 800 000 euros, aujourd'hui, ils sont clairement consommés dans l'activité de la commune. Alors, le discours d'autosatisfaction, il faut quand même le pondérer, parce que, en fait, on n'a pas une performance exceptionnelle dans la gestion des finances publiques. Alors, par ailleurs, j'ai relevé aussi dans les propos de la première adjointe hier soir que sa liste allait consacrer l'année 2026 à réaliser un plan pluriannuel d'investissement. Un plan pluriannuel d'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, dans une commune, on doit essayer de se projeter à des horizons de moyen terme et de voir comment on va décliner un programme, comment on va investir dans les 5-6 ans qui viennent. Alors on leur a demandé, à chaque discussion d'orientation budgétaire, on leur demandait un PPI. On ne l'a jamais eu. Alors finalement, c'est bien qu'à un moment donné, alors, ils se réveillent pour faire un PPI. Alors, je note par exemple qu'ils veulent construire une crèche. Vous regardez le budget 2026, il n'y a pas un rond pour la crèche. Donc, pour quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité, c'est assez surprenant. Parce que si on était dans la continuité, il faudrait continuer le plan pluriannuel d'investissement, mais en fait, il n'y a rien de fait. Donc tout est à faire. S'ils sont élus, ils vont travailler sur le sujet en 2026. Alors, pareil, on a acheté un JTM. Alors, c'est assez surprenant par ailleurs, parce qu'on achète un local commercial. Si vous prenez le rapport d'évaluation des domaines, c'est un achat de local commercial qu'on paye au prix fort. Parce que les domaines nous disent clairement, on le paye très cher pour un local qui est en très mauvais état. Et puis maintenant, on nous dit, non, mais ce local, on va le détruire. On va le détruire pour faire un écoquartier. Alors si ça, c'est de la bonne gestion, on a un petit problème quand même. Alors, je plus sois, mais on n'a pas acheté une friche. On a acheté un local commercial en activité. C'est-à-dire qu'au lieu de le payer une centaine d'euros du mètre carré, on l'a payé à peu près 400 euros du mètre carré. Donc évidemment, ça coûte cher à la commune. Mais si vous rajoutez les coûts de déconstruction, puisque vous avez là un hangar qui est en mauvais état, sachant l'année de construction, vous pouvez imaginer qu'il y a de l'amiante dedans. Alors le maire a beau dire non, il n'y a pas d'amiante. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Par contre, ce que dit la loi, c'est que si on doit le détruire, il faudra faire des nouveaux diagnostics pour bien voir s'il n'y a pas de plomb d'amiante. Et je peux vous dire que vu l'époque de construction, on va avoir des surprises. Donc finalement, c'est pas 1,2 million. C'est beaucoup plus cher derrière. En fait, on ne sait pas. Mais ils avaient l'habitude d'acheter pour démolir la petite maison qui a été construite pour bien installer la résidence Aménatis. Bon, voilà. Bon, on va pas s'arrêter là. Bon, alors, on revient à notre projet. Alors, ce qui veut dire, on a une marge pour financer tout ça, elle est réelle, mais on est tout à fait conscient qu'elle est sous contrainte, et c'est pour ça qu'on va être très prudent et qu'on va hiérarchiser les choses. Alors, quand regardez en fait notre programme, on tient vraiment compte de ces contraintes et on va les financer. Alors un projet prioritaire, c'est la crèche. La crèche, elle va être gérée en régie municipale. Alors une régie, c'est quoi? C'est un budget autonome de la commune. Ce qui veut dire que la municipalité financera le bâtiment, mais une fois que le bâtiment est financé, bien évidemment, il y aura des revenus qui sont produits par la crèche. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire un petit peu d'ingénierie financière pour financer tout ça, et ça, on sait faire. Donc on a les compétences pour faire ce genre de choses. Sur le logement, on ne va pas faire de l'immobilier, on va faire une politique du logement. On ne va pas faire des logements sociaux, on ne va pas construire à tout va. On se fera peut-être, mais on fait une vraie politique du logement. Et en fait, quand vous regardez notre programme, on va utiliser de nouveaux outils. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, c'est le bail réel solidaire. On va s'appuyer sur des structures qui ont de vraies compétences dans ces sujets, qui sont par exemple l'association Humanis, Habitat et Humanis. Donc on est sur des politiques de logement, on est sur une politique de logement. On n'est pas promoteur immobilier, ce qui veut dire qu'on est sur une politique que l'on veut dynamique, incitative, mais qui préserve en fait les finances locales. Alors, je voudrais souligner que par ailleurs, on dispose de toutes les compétences dans la liste pour conduire nos projets. Et ça, c'est une originalité de la liste. Quand on va parler, par exemple, de le plan alimentaire de proximité, Aurélie, qui est sur notre liste, elle est par ailleurs administratrice de Terre de Liens. Terre de Liens, c'est une structure qui s'occupe, qui favorise en fait l'installation de jeunes agriculteurs. Donc, c'est un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise,
elle est tout à fait apte à construire le projet. Quand on va parler de coworking, ce que je retrouve dans la liste de Madame Lemonze, ils veulent développer le coworking. On a la chance d'avoir la créatrice de la Belle Pique, le premier centre de coworking de la Presqu'île, que d'ailleurs la municipalité n'a jamais aidé. Bon, et Agnès, Agnès, elle est avec nous. Donc si on veut continuer à développer ça, Agnès, elle a le savoir-faire. Ça fait 10 ans qu'elle le fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? La Pierre. Pierre qui est chef d'équipe, route et infrastructure au département. Tout ce qui va être voirie, Pierre, il sait faire, il connaît le sujet. Alors j'en oublie plein, parce que je peux continuer sur tous les sujets, ce serait long, mais ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que quand on construit notre projet, quand on le chiffre, quand on l'évalue, on a tout à fait les compétences de mener les projets qui sont dans notre programme. Et ça me paraît fondamental. Allez voir les autres listes qui ont été bricolées. Ma femme, elle n'est pas sur la liste. Mon cousin non plus. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît à signaler. Tu as oublié une compétence intéressante, c'est la compétence financière. On ne connaît pas Pascal, mais Pascal a été directeur d'un grand groupe bancaire mutualiste. Et voilà. Et moi, par exemple, j'ai bossé dans la coopération européenne et dans le financement européen pendant près de 10 ans. Donc, si vous voulez aller chercher des fonds, financer des projets, monter des modèles économiques, monter des cycles, des scopes pour réussir à mener les projets qui sont derrière, que ce soit la collectivité qui le fasse ou que ce soit des acteurs associatifs, entrepreneuriaux qui le font, on sait faire. D'accord ? La compétence, elle n'est pas que dans les services, elle est aussi dans l'équipe réunie. Parce que toute cette équipe, comment on l'a choisie? Pas par capillarité, parce que c'était nos voisins, nos copains, etc. On n'était pas copains tous ensemble, même avant de se connaître. On ne se connaissait même pas. Par contre, si on a mis tout ce temps à construire cette liste, parce qu'on a choisi chaque personne, parce qu'elle a porté des compétences et des valeurs dans une équipe qui s'est soudée autour d'un projet que jamais personne, dans l'année où on a travaillé, n'a remis en cause. Ce qui nous lie, c'est le projet et la réponse aux besoins des habitants. Parce qu'on sait qu'on a la bonne réponse. Voilà. Alors pour pas être trop long, je souhaite répondre ce soir à 2 points, Madame Lemonze. Alors le premier point qui m'a, je veux dire, ça m'a franchement choqué, c'est quand elle répond hier à une question où elle dit l'érosion marine, on va sous-traiter ça à des cabinets spécialisés. Je trouve ça vraiment dramatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la doctrine aujourd'hui en matière d'érosion marine, elle est la suivante, elle est d'une simplicité, mais à la fois très complexe. La doctrine, c'est vivre avec la mer plutôt que contre elle. Ça signifie que demain, il va falloir accepter une mobilité naturelle du trait de côte et renoncer à opposer systématiquement des défenses. Ce qui veut dire que demain, il faudra arbitrer entre le coût de l'abandon et le coût de la défense. C'est un vrai arbitrage. Alors, sur le plan financier, ça se traduit par le choix suivant, c'est quelles sont les pertes évitées en cas de défense et quels sont les coûts générés par la défense. C'est un arbitrage. Et quand on voit, par exemple, le scénario de bis qu'on a vu l'autre jour, le scénario de bis, si vous regardiez bien, il y avait les coûts sur 30 ans, 14 millions d'euros. D'abord, on ne sait pas comment on les finance, mais c'est autre chose. Et puis un calcul qui s'appelle la valeur actualisée nette. Et la valeur actualisée nette est positive de 1,9 million. Alors elle est positive de 1,9 million, ça veut dire qu'en fait, la défense l'emporte sur l'abandon. La question, c'est comment ça a été calculé. Est-ce que dans la salle, quelqu'un sait calculer une valeur actualisée nette? Moi, je sais. Bon, dans un calcul de valeur actualisée nette, je ne vais pas développer. Il y a plusieurs facteurs, notamment il y a la façon dont les pertes vont se matérialiser dans le temps, à quel moment j'interviens, puis à quel moment j'actualise. Parce que l'idée, c'est de ramener la valeur d'un arbitrage à l'instant présent. Donc, par exemple, le taux auquel je vais actualiser tout ça, il peut bouger entre le taux qu'on escomptait avant la guerre qu'il y a en Iran et le taux maintenant.
Aujourd'hui, on attend de l'inflation, donc le taux il va monter, donc le taux d'actualisation va être très différent. Si ça se trouve, l'arbitrage qui a été présenté l'autre jour, il est plus valable. Il est plus valable. Et personne ne sait comment il a été fait. Ce qui veut dire que quand vous laissez la main à des cabinets comme ça, on va vous sortir des trucs, personne ne va y comprendre rien. Je prends un autre exemple. Dans l'arbitrage, vous avez tous les 10 ans, on drague 250 000 mètres cubes. Alors là, on vient de prendre, j'étais à l'ouverture de l'appel d'offres sur le dragage du port, 20 000 mètres cubes, on est à 13 € le mètre cube, le dragage. Ce qui vous donne une ordre d'idée, c'est que pour draguer 250 000 mètres cubes, au bas mot, ça coûte 3 250 000. Donc tous les 10 ans, il faudrait sortir 3 250 000. Je ne sais pas ce que le cabinet a rentré dans son étude, mais quand j'entends qu'on va sous-traiter, je trouve ça dramatique. S'il n'y a pas des élus qui sont capables de challenger ces cabinets-là, on va au drame. Et par ailleurs, il faut aussi s'appuyer sur les équipes de la mairie, sur nos équipes, parce que qui finance tout ça? Je vous rappelle, 14 millions d'euros le 2 bis. Notre capacité de financement, une fois l'avoir payé, 1,2 million. 14 millions, c'est plus de 10 années. Alors qui paye? C'est la commune, c'est l'intercommunalité, c'est le département, c'est la région, c'est l'État, c'est l'Europe? On ne sait pas. Sous-traiter ça à des cabinets, c'est une hérésie. Il faut quand même qu'à un moment donné, les élus, ils bossent, ils aillent se documenter, ils cherchent. Et franchement, ce type de propos, ça m'a choqué. Voilà. Je peux peut-être rajouter une chose, c'est qu'on a financé énormément d'études en 6 ans. Je prends la Palu, par exemple, on est arrivé à peu près à 50 000 € d'études pour un scénario qui n'existe pas, qui est irréaliste, qui ne pourra pas se faire. C'est-à-dire que l'étude a servi à cautionner une décision qui était politique, qui permettait d'arranger un certain nombre de personnes et de montrer qu'on faisait quelque chose. Mais ça n'a aucune réalité, puisque le scénario 4, qui a été voté par les élus de la majorité, ne se fera pas. Il ne se fera pas pour des questions techniques, de zones humides et de grottes en bitume dans un cordon dunaire protégé depuis 1976. L'État ne donnera jamais l'autorisation d'une telle réalisation. Mais on a quand même fait 50 000 € d'études. Je pourrais ajouter sur le plan environnemental, parce que par exemple, quand on va désensabler le port en avril, le sable ne pourra pas être mis au Porzic. Parce qu'au Porzic, il y a une petite bébête, vers de sable, ça s'appelle les hermelles, et on ne peut pas les enterrer. Ce qui veut dire que la défense du Porzic par une couche de sable, ce qui est prévu dans le 2 bis, parce qu'en fait, les scénarios de défense, ils doivent s'appuyer sur des scénarios naturels. Ça ne marchera pas. Ce qui veut dire que quand on pousse une solution 250 000 m3, on ne sait même pas si, au point de vue environnemental, on pourra le faire. Et c'est pour ça que la mairie a relancé une étude à 90 000 € pour continuer le truc. Donc ça va être très cher. Voilà. Donc il faut quand même avoir des gens qui ont un sens critique par rapport à tout ça. Alors l'autre point qui m'a choqué, c'est la navette. Madame Le Mons nous dit qu'il n'y aura pas de navette parce que ça coûte trop cher. Elle prend l'exemple de la Palu. La Palu, ça coûte 15 000 € pour l'été. Alors d'abord, je vais lui dire, la Palu, c'est une navette gratuite, et puis c'est pas du tout une organisation qui peut être faite avec une régie, et ainsi de suite. Donc les deux modèles sont complètement différents. Nous, ce qu'on pense, c'est très clairement le problème du transport et de la mobilité. C'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de bien-être. Il est absolument anormal que certaines personnes soient cantonnées dans leur village, soient cantonnées à Talargoise parce qu'ils ne peuvent pas venir au bourg. C'est quelque chose, à un moment donné, même si ça coûte un peu d'argent, je dis bien, même si ça coûte un peu d'argent, il faut le faire. On le doit à nos concitoyens. Un problème de dignité. Bon. Et alors, évacuer ça, parce que ça peut coûter un peu de sous, je trouve ça franchement choquant. Bon. Alors, combien ça peut coûter une navette? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la navette, ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence de la communauté de communes. La communauté de communes, elle a déjà un dispositif, c'est le transport à la demande. Et je pense qu'on peut améliorer le dispositif. Il y a un autre dispositif qu'on pourrait relancer, c'est Octopus. J'ai regardé, il y a des solutions techniques. Hein. Il y a une société qui fonctionne, une communauté de communes à côté de Rennes a démarré, qui me paraît très intéressante et qui permet en fait de favoriser le covoiturage. Un truc qu'on peut développer, ça coûte quasiment rien.
Maintenant, une navette qui va faire ligne régulière qui ferait Tallargroise, Le Fret, Crozon, Saint-Ternotte. Combien ça coûterait? Bon, en fait, si on monte une régie transport à la Comcom, qu'on fait une location d'un véhicule, bon, en gros, on va considérer 75 000. Bon, c'est une première approche. Mais sachant que on peut aller chercher d'autres recettes, c'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait imaginer que les touristes, ils payent un peu plus cher l'été. Hein. Si vous n'êtes pas parisien aujourd'hui, votre ticket de métro, il est à 2,50. Si vous êtes résident parisien, il est à 1,67. Ouais, je pourrais même être élu à Paris. Voilà. Voilà. Eh ben, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose. On peut aussi tout à fait considérer qu'une partie des parkings, pour les non-résidents, ils seront payants. Et faire comme pour le port. Le port, le parking payant, c'est 60 000 € de recettes. On peut tout à fait considérer que l'été, une partie du parking de la mairie sera payant. Bon. Et puis les recettes, elles iront bénéficier à la navette. Parce que ça incite à prendre la navette, mais aussi ça permet de la payer. Donc il y a des solutions. Il faut les chercher. Il ne faut pas dire à un moment donné, ça coûte trop cher, je ne le fais pas. Il faut chercher des solutions. Et notre boulot en tant qu'élu, c'est d'aller chercher des solutions. C'est ce qu'on fera. Donc voilà. Donc rassurez-vous, on a un programme qui est riche, détaillé. Il est tout à fait finançable et on a une super équipe pour le financer. Et on a une super tête de liste qui saura nous manager et nous pousser à trouver des solutions. Et je lui repasse la parole. Merci à vous et à dimanche. J'aime bien voir des gens de ça. On est parti. Ouais, ça va. J'ai pas mal de boulot avec les balades, je suis formatrice au BANA.